1877. La montagne naît. En contrebas de la nouvelle commune, l'arsenal d'Indrette, principal employeur, lui-même né 100 ans plus tôt. Au menu, fabrication de canons, mitrailleuses et torpilles. Quand les premières maisons de la montagne apparaissent, l'arsenal compte 1 millier d'ouvriers, ayant des loisirs d'ouvriers, une condition d'ouvriers, dans une ville ouvrière. Pourtant, eux, au quotidien, se vivaient-ils comme le grand collectif ouvrier ? Ne se pensaient-ils pas d'abord père et mère, timides, rêveurs, manuels, inquiets, aimant le théâtre ou le sport, ayant des goûts et des aspirations autres que ce que devraient leur dicter leurs conditions d'ouvriers en noir et blanc sur les photos. Les 145 ans qui nous séparent des premiers ouvriers montagnards de l'Arsenal ne doivent pas nous laisser croire qu'au fond de leur chambre ou dans leur jardin, ils se pensaient obstinément et systématiquement comme la masse exploitée, la tête de pont du prolétariat ou l'internationale ouvrière. Des ouvriers, oui, conscients de leurs conditions d'ouvriers, oui, mais qui voulaient aussi penser à autre chose, lire autre chose, faire autre chose. Ce film raconte leurs aspirations. Ça a commencé par la création d'une paroisse, ensuite une église a été construite, et ensuite, par décret, après une longue bataille, par décret de MacMahon, président de la République à l'époque, une commune a été créée, la commune de la Montagne. La création de la commune de la Montagne s'est faite en 1877. Cette création de la commune était le fait qu'il y avait beaucoup d'habitants de la montagne qui étaient soit des cols blancs, soit des ouvriers de la fabrique de canons de l'époque qui avaient décidé de former une nouvelle commune. La montagne a été donc créée sur la base de l'arsenal de l'époque. Et effectivement, c'était une cité ouvrière avec quand même en parallèle des cadres militaires qui vivaient aussi pas très loin, quoi. Donc il y avait une hiérarchie, mais c'était quand même principalement ouvrier. Il y avait des problèmes d'entente entre les habitants de Saint-Jean et de Boiseau et ceux des villages de la montagne, de la Briandière, du Frêne et de Rochebalu. Il faut signaler aussi qu'en 1977, c'était l'année où on fêtait à la montagne le centenaire de la création de la commune. Et à l'époque, l'endroit où on a vécu après, c'était des champs, des jardins, mais il n'y avait pas de construction. Et notre maison de la rue du Commandeur L'Herminier a été la première à sortir de terre. Il y avait une maison, il y avait un croissant dessus. C'était la seule maison qu'il y avait dans la rue du Commandant L'Herminier. Et à l'époque, il n'y avait pas de route. C'était des sentiers. Alors les enfants, ils s'enlisaient dans les sentiers l'hiver. J'habite depuis toujours, à ce qu'on m'a dit. Né natif de la montagne. Même s'il n'y avait pas d'entreprise sur le territoire de la montagne, il y avait une population ouvrière. Moi, j'habitais rue de la Briandière, c'est-à-dire c'est la rue qui donne Bougnet Saint-Jean-de-Boiseau. Donc dans le temps, c'était qu'une commune, ça. Et puis après, ça a été partagé. Comme la plupart des gens d'ici, de la montagne, on était très très liés à Indrette, forcément, et on était un petit peu les bêtes de concours dans les écoles, les écoles des localités autour, et on se devait à 14 ans passer les concours d'entrée en usine. On ne se posait pas de questions, les parents ne nous posaient pas de questions, c'était un peu la vocation d'office. Ton grand-père était officier, moi je suis technicien à Indrette, donc tu rentreras à Indrette, quoi. Une grande majorité des enfants de la montagne, globalement, passaient le concours et pour Indrette et pour la SNIAS, les différents concours qu'il pouvait y avoir. Alors, quand on passait le concours, on avait 2 ans de formation d'apprentissage, en fait. 3 ans d'apprentissage de prévu. Alors, il y a eu 3 mois de circuit dans les 3 professions qu'ils avaient prévues.
chaudronnier, ajusteur et mouleur. Mouleur, c'était la fonderie. La fonderie existait encore à ce moment-là, Indret. Et dans les ajusteurs, il y a eu des tourneurs, des fraiseurs. Bon, alors on a fait notre circuit pendant 3 mois, des 3 professions. Les concours étaient spécifiques, c'était spécialement orienté pour les entreprises, les grandes entreprises, ce qu'on appelait les usines dans la région, à savoir le concours qu'on appelait Jeancourt, qui groupait les chantiers du Bijon et Sud Aviation, d'une part. Par ailleurs, il y avait également un concours bien connu qui était le concours de Carnot-Bassindre et Indret. C'était les 3 entités de concours spécifiquement orientées vers l'industrie. J'ai fait quelques semaines de fraisage, de tournage, d'ajustage et de chaudronnerie. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le fraisage. Donc j'ai fait fraiseur. On était à peu près une trentaine d'apprentis d'Indret, auxquels s'ajoutaient 3 collègues de ce qu'on appelait les coteaux, ou pèlerins. Sur 3 années, on développait 3 professions, à savoir électricité, ajustage et chaudronnerie. Et puis ça se dirigeait vers des CAP et également un DFT, le diplôme de formation technique spécifique à l'arsenal, on va dire. Oh, ben, l'atelier, on était en apprentissage, on était bien tranquille, bien sage, obligé de l'être toujours. Alors au début, quand on rentrait en apprentissage, on faisait des stages dans les ateliers. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la fonderie marchait encore. Alors on passait par la fonderie. D'une tôle de 3 mm d'épaisseur, plane, on en a sorti, il y avait une demi-sphère. Dans les bouts de la même tôle, dans les bouts, il y avait un demi-tuyau, comme s'il avait été... Mais ce n'était pas rapporté, c'était sorti de la tôle primitive. Ça, en 25 heures. Je peux vous dire que... Ah, mais là, ça... C'est bon. Alors, arrivé au bout des 3 mois, le choix. Bon, choix. Moi, j'avais fait où est la médiathèque maintenant. En dessous, on avait l'atelier de chaudronnerie et un petit atelier, quoi. Et d'ajustage, c'était des moniteurs en retraite qui venaient bénévolement donner ces cours-là, quoi. On avait ça toutes les semaines. Alors, c'était de l'ajustage. L'ajustage, c'était bien. C'était d'abord, c'était pas un CAP, c'était un DAM, diplôme d'apprentissage marine. C'était destiné à nous apprendre 53, c'est ça, on était en camp, parce qu'on avait un camp tous les ans, 30 jours, à tout le mois de juillet, on avait un camp. Et là, cette année-là, c'était le camp itinérant en vélo. En plus, on a fait le tour de la pointe de Bretagne à redescendre sur Châteaulin. Et tout ça, c'était pour nous récompenser des 3 années de travail qu'il y avait eu. Je suis arrivé ici en 1971, j'arrive d'une région centrale de la France qui est Guérini. Donc les gars Guérini, en arrivant sur la montagne, ont créé effectivement des petites polémiques parce que les gens de 18, 19 ans, 20 ans qui étaient montagnards, commençaient à fréquenter avec les filles, et les gars Guérini sont arrivés et ont mis un peu la révolution par les relations avec la jante féminine. Ça se réglait généralement au café du voyageur ou des terrasses à la montagne. On faisait toutes les pièces qui étaient assemblées pour faire les composants nucléaires. Alors ce qu'on appelle la chaufferie nucléaire, ce sont les générateurs de vapeur, les condenseurs, les pressuriseurs, tout ce qui vient dans un sous-marin nucléaire. Et ce qui fait jusqu'à la ligne d'arbre et l'hélice. La chaufferie nucléaire, c'est le gros moteur du sous-marin avec la ligne d'arbre et l'hélice. Ça, c'était le travail de l'ICAN de l'époque, qui est devenu après Direction des constructions navales, DCN. Bon, moi j'étais ajusteur, j'étais à l'étau, septembre 46. La queue d'aronde, c'est un trapèze qu'on ajustait dans un bloc de métal qu'on préparait pour le recevoir, quoi. Alors me voilà arrivé au chaudronnier,
ben, je dis ça, je vais pas être ajusteur. Ça me plaît pas, je vais pas être ajusteur, je veux être chaudronnier. Former quelque chose et en voir le déroulement, toi, et voir que ça avance. Ajustage, ben, c'est davantage les coups de lime, il faut être minutieux, quoi, c'est vrai. Quand tu arrives à la production, que tu es jeune ouvrier, donc forcément tu n'as pas tellement d'expérience, tu n'as pas de recul, et ben on te fait faire quoi? Des boulons! Mon métier, c'était principalement du cintrage de tuyautage manuel. Donc on prenait des collecteurs, des tuyaux, des 4, 5, 6 mètres de long, puis on les chauffait, puis on les cintrait, puis on rentrait les plis au marteau. Microscopie optique, c'est ça. Donc je faisais de la métallurgie, on recevait des échantillons d'un peu, soit de matériaux différents, soit de deux aciers relativement courants, soudés, et du coup ils faisaient des essais de soudure. On en prélevait des petits bouts, donc il y avait, premier aspect, l'aspect visuel avec les yeux, qu'est-ce qu'on voit. Après, ce qu'on appelle la macroscopie, donc c'est toujours avec un faible grossissement. Donc là, on va... Il y a un petit truc là. On grossit jusqu'à 50, je crois que c'était. Non, c'est ça. Et puis après, on passe à ce qui est microscopie optique. Donc là, on fait des grossissements de... C'était de 100 à 1000 globalement. Et donc là, on va commencer à pouvoir voir un petit peu plus loin dans la matière. D'avoir le nucléaire qui arrive impose des tenues vestimentaires tout à fait différentes. Et nous, j'ai encore eu la chance de connaître les anciens qui avaient des sabots de bois, qui refusaient les chaussures de sécurité. Une petite anecdote aussi, il y en avait un vieux qui était avec nous sur les grosses machines, qui tous les jours prenait ses 2 sabots, enlevait ses chaussures de marche et prenait ses sabots. Et puis un jour, comme c'était le dernier à prendre les sabots et refuser les chaussures de sécurité, on n'avait rien trouvé de mieux que lui pointer ses sabots sur le seuil de bois. Et en arrivant le midi, forcément, quand il a voulu prendre ses sabots, il n'était pas du tout content. Ça s'est pas bien passé, quoi. À l'époque, c'était des ateliers... C'était un peu Zola sur la terre battue. Alors, dans la tenue vestimentaire, les gens ont appris à s'habiller, à quitter un peu le bleu de travail pour s'habiller en blanc. Parce que donc la production avec le nucléaire imposait des ateliers propres où le bleu n'était pas admis, c'était la tenue blanche avec surchaussures et blouse et charlotte, ouais, tout à fait. On se changeait, on partait propre à la maison. Mais à Indret, contrairement aux ateliers de Nantes, parce que j'ai vu un peu, pour aller au réfectoire, par exemple, il fallait se changer. À la débauche, on enlevait la tenue d'idiot. Je vais dire à la mécanique, là, la tenue d'idiot, c'était la paire de bleu. On passait au vestiaire et on se mettait en tenue propre. Moi, j'ai vu, je suis passé à côté du Bijon, entre autres, les gars, ils sortaient de l'atelier, ils allaient au restaurant en bleu, plus ou moins propre. Les gars Indret, on se mettait en habit beau. Avancement ouvrier, c'est dans la structure des salariés. Je chante souvent la petite chanson du début jusqu'à la fin de la semaine, je suis P3 chez Citroën, mais finalement c'était ça. Les ouvriers, les manœuvres c'était OS1 et OS2, et les professionnels c'était P1, P2, P3, des catégories professionnelles. Et pour ça, donc, il y avait des structures syndicales qui se réunissaient, qui discutaient avec la hiérarchie de l'établissement, qui était à l'époque une hiérarchie militaire. Et moi j'ai glissé dans cette commission-là, contre mon gré, je n'étais pas du tout d'accord à rentrer là. Et bizarrement, je me suis passionné par la réglementation. Et à un moment, je me suis retrouvé piégé parce que je connaissais la réglementation aussi bien que les cadres. Et là, j'ai senti qu'il y avait une petite rivalité. Donc j'avais réussi à mettre en place une structure qui permettait d'aller voir les ingénieurs, les chefs d'atelier, discuter d'homme à homme, avant d'aller en réunion plénière, quoi. Et ça, j'ai réussi mon coup. Alors là, j'avais été aussi un peu banni par mes copains, parce que mes copains qui avaient une mentalité ouvrière disaient « Un ingénieur, c'est un officier militaire, on ne discute pas avec lui, c'est des cons. » Voilà.
Voilà, j'avais 18 ans. J'étais là, je me disais, mais c'est ça la vie? Non, je veux pas, Valérie trop. Non, c'était pas du tout ce auquel j'attendais, enfin, c'est pas ce que j'attendais du tout. En fait, il y avait des techniciens de laboratoire, mais il y avait aussi préparateur en travail, il y avait informatique, il y avait dessinateur industriel, mais de pouvoir bosser sur voir l'infiniment petit du métal, ça m'intéressait. Voilà, une année de formation à l'IUT de Saint-Nazaire, et après, voilà, nouvelle vie au laboratoire d'Andret. Et si on avait à avoir des fonctions supérieures, il fallait venir à cette école-là, quoi. Mais comme j'ai été très sérieux dans mon travail, j'ai été foutu à la porte au bout de 3 mois. Mais moi, j'en ai connu une seule, Tumette Guégaden. C'était une Bretonne qui était sur un tour mécanique. C'est la seule que j'ai connue, il n'y en avait plus. On connaissait et on fréquentait des femmes militantes, très militantes, qui sont devenues après des conseillères municipales et des adjointes qu'on a bien connues. Et une petite anecdote aussi, c'est que en même temps, à Andret, il se passait aussi une petite révolution par l'arrivée des femmes aussi qui arrivaient en formation d'apprentissage. Et ça, c'était une révolution parce que dans les vestiaires, il y avait plein de choses. Il y avait les ateliers, il y avait des affiches qui n'auraient pas dû être là. Quand les femmes sont arrivées, il y avait des affiches un peu provocantes qu'il fallait retirer. Il y a des consignes qui étaient passées et à juste raison, quoi, quelque part, à juste raison. Et donc, on était 2 jeunes femmes, en fait, à l'atelier de production. Donc, moi qui venais d'ici et une autre jeune femme qui venait de Brest, qui s'était mariée avec un jeune homme d'ici. On a commencé toutes les 2 en septembre, voilà, au milieu de ces 500 ouvriers de tous âges. Avec des réflexions du genre « Ah, t'es là, de toute façon, tu vas pas rester longtemps. Mon fils aussi, il a passé le concours. Et puis, du coup, il s'est pris toi, mais dans 2 ans, tu seras plus là, tu seras dans les bureaux. Voilà. » Donc ça, je trouvais ça hyper violent. C'était genre « Ton fils, il a passé le concours. Bah ouais, ok. Bah, il l'a pas eu. » Voilà, moi, je l'ai eu. Point. Mais ça, c'était difficile à entendre, c'était assez violent quand même. Voilà, 2 petites nananes de 18 ans, dans un milieu où il n'y a que des mecs. Donc voilà, on en entend des vertes et des pas mûres. Au début, c'est un peu surprenant, donc on est là, on réagit pas trop. Et puis petit à petit, eh bien, t'apprends à répondre, en fait, t'as pas le choix, autrement tu te fais monter sur les pieds et tu vis l'enfer, donc c'est pas possible. Enfin, moi, c'était pas dans ma nature. Donc, quelque part, ça m'a obligée à affermir ce que moi je voulais et ce que je voulais pas. Être de plus en plus clair vis-à-vis de moi-même, ce qui était tolérable et ce qui était irrespectueux. Pouvoir vraiment faire une frontière nette. De ces 5 ans, j'ai aussi mon langage de charretier. Il vient quand même un peu de là, quand même. C'est formateur, c'est 5 ans sur le tas. Donc voilà. Globalement, enfin voilà, je veux pas de... L'accueil, enfin avec l'équipe dans laquelle je suis arrivée, c'était très chouette, enfin, vraiment tout ce confondu, j'ai vraiment eu une chance incroyable. Des gens que je revois encore aujourd'hui d'ailleurs. Trop mignon, une équipe trop mignonne. À Andret, il y avait au départ, c'était la CFTC et la CGT. Après, il y a eu FO. Et puis la CFTC, il y a eu la scission, et il y a eu la CFDT qui a été créée à cette époque-là. Aux petites machines, on était donc 25 de ma promotion à rentrer. Le mois d'après, on était 17 adhérents CFDT de ma promotion. C'est pour représenter un petit peu le syndicalisme, comment il était perçu à l'époque. On était tout de suite mutualiste et on était tout de suite syndicaliste. À 18 ans, j'étais syndiqué CGT à Guérini dans mon arsenal. Alors, à part quelques catholiques vraiment pratiquants, à la CFTC, ils n'étaient pas nombreux. Hein. C'était la CGT et puis la CFDT les plus importants, puis FO un peu. Donc, très jeune, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pris ma carte syndicale à la CGT. Et très vite, j'ai eu des responsabilités comme délégué du personnel. Il a fallu attendre 1973 pour qu'un syndicat général soit créé au niveau de la CGT pour le port autonome Nantes-Saint-Nazaire.
Il faut dire que la vie syndicale dans un établissement de l'État est beaucoup plus facile que la vie syndicale dans le privé, où il y a le risque de sanction par rapport à l'opposition qui est développée relatif à la direction. À Indrette, jamais les responsables syndicaux ne se sont sentis écartés dans leur avancement ou dans leur manière de s'exprimer. Il y avait cette grande liberté. Alors je dirais que dans nos établissements, c'était facile de faire du syndicat. Et c'est pourquoi le taux de syndicalisation d'Indrette était beaucoup plus élevé que la moyenne française. On avait un taux de syndicalisation de 80%. Donc en 68, moi j'étais apprenti. Mon père était conseiller municipal à la mairie et nous on descendait régulièrement voir les ouvriers en grève illimitée à l'Arsenal, ce qu'on appelait l'Arsenal, qui était l'établissement des constructions aériennes navales d'Indrette à l'époque. Et un jour de manifestation, donc les travailleurs en grève sont venus solliciter le maire, qui s'appelait Francis Lambour à l'époque, qui était menuisier, artisan à Indrette, pour demander l'aide de la municipalité auprès des travailleurs en grève. Alors ça, je me rappelle très bien de cette anecdote, parce que j'étais présent sur la place du marché, et j'ai chialé ce jour-là, parce que quand la délégation est sortie, mon père a pris la parole et a annoncé la démission de 6 conseillers municipaux. Donc ce qui faisait quand même un choc assez fort. Alors il y a eu un tollé dans l'Assemblée, tout le monde voulait brûler l'atelier de M. Lambour qui était maire de la Montagne, tout ça. Enfin bon, après ça s'est rapidement apaisé, mais voilà, c'était quand même un gros boom de l'époque, quoi. Mon mari, qui était responsable syndical à ce moment-là, avait posé la question à M. Lambour, qui était maire, est-ce que vous participez avec les ouvriers d'Indrette? Et M. Lambour avait répondu non. Alors, il y a eu un tollé. Alors il a eu une réaction. Il a entendu des ouh. Enfin, on faisait grève souvent. Hein. Et nous, les portes étaient bouclées, on voulait que personne rentre dans l'Arsenal parce qu'on serait rentré là-dedans. Il en serait rentré. Il y aurait sans doute eu les flics. Parce que c'est un arsenal militaire, on fait pas n'importe quoi. Au cours des temps, la solidarité ouvrière a permis d'obtenir des nouvelles conditions de vie au travail. Mais ceci a toujours été obtenu par des combats. Rien n'a été donné. Des combats qui ont été difficiles au cours des temps, qui ont été parfois violents. Et ceci est un sujet brûlant d'actualité quand on pense évidemment à l'allongement de l'âge de la retraite. Effectivement, là il y a eu des mouvements de grève très importants en 1978 et 1979, jusqu'à 20 journées de grève, 20 journées perdues de salaire. C'est difficile à accepter. Là, c'était une bagarre très dure. C'était en 78 et 79, c'était les gros conflits des arsenaux où on défendait les statuts des arsenaux. On est parti en grève illimitée, ça a duré 3 semaines. J'étais au comité de grève avec Jean-Pierre Tête, avec des gars comme ça qui étaient à la CGT. On n'est pas les mêmes syndicats, on n'est pas les mêmes accords. Hein. On serait pas un peu chignon, enfin bon. Donc après ça, il a fallu faire de la récupération et c'est là qu'on m'a dit, on est venu me trouver en disant voilà René, ce serait bien que tu montes aux méthodes. Je savais pourquoi, parce que c'était aussi une façon habile de m'éliminer un petit peu de l'atelier, quoi. Mon premier débrayage que j'ai organisé, parce qu'à l'époque on était tourneur à la prime sur tarif, c'est-à-dire qu'on avait une pièce à faire et on avait un temps pour la faire. Si on dépassait le temps pour faire cette pièce-là, on n'avait pas la prime. Alors les anciens se prenaient les bonnes séries et les jeunes, ils avaient, par habitude, c'était la tradition locale, les jeunes avaient le moins bon boulot qui ne payait pas, parce qu'on disait qu'ils ne payaient pas, donc ils n'amenaient pas de prime. Donc on était toujours défavorisés. Et moi, c'était un phénomène de justice que je ne supportais pas.
Donc j'ai embrayé un petit peu un mouvement de grève à cette époque-là. J'étais très jeune délégué syndical, j'avais 21 ans, et j'ai été contredit par mon syndicat et contredit par ma hiérarchie. Mais comme dans une entreprise comme ça, on ne sanctionne pas, les meneurs, on les met à des postes où on les met un petit peu en sécurité et un peu à l'abri, et pour qu'ils surtout ils se taisent, quoi. Donc un lundi soir, mon chef d'équipe est venu me trouver en disant « Rodier, tu embrayes demain matin, tu embauches demain matin au gros tour ». Alors les gros tours, c'était des vieux de 50 ans. Et je me suis retrouvé donc un des plus jeunes, vraiment jeune à 21 ans, avec des vieux, quoi. Alors pour moi, c'était un échec au niveau syndical parce que ma hiérarchie syndicale ne m'avait pas suivi, donc pour moi c'était un petit coup sur la tête. Au niveau travail, moi ça m'arrangeait parce que le fait de partir sur les grosses machines, c'était du travail beaucoup plus intéressant, qui était beaucoup envié auprès des jeunes. Donc en faisant ça, il me mettait en porte-à-faux par rapport à l'équipe que j'avais menée un petit peu en grève, partir en débrayage. Et le fait de me retrouver avec des anciens, me disait oui, toi, qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi tu viens là? Et donc il y avait des raisons, et des raisons syndicales derrière tout ça. Donc j'avais déjà un petit passé syndical qui commençait à me peser, quoi. À Indret, je pense à tous ceux qui sont décédés suite au problème de l'amiante et qui ont respiré des particules et qui ne sont pas allés jusqu'à la retraite, et puis même en début de retraite, et qui sont rapidement partis. On a continué à travailler dans cette ambiance de poussière d'amiante qui était très dangereuse, alors qu'elle était connue de spécialistes, mais comme on ne voulait pas ou ne savait pas faire autrement, on a continué à exposer le personnel, que ce soit au chantier de Saint-Nazaire, à Indret, etc., dans cette ambiance toxique. Et avant que la maladie professionnelle soit reconnue, elle était reconnue aux États-Unis, avant qu'elle soit reconnue en France, il a fallu mener de très fortes actions, une très forte bagarre. Effectivement, la période 70-80 est un tournant. Elle est capitale dans l'évolution d'Indret. Pourquoi? Parce que, avant cette période, nous étions spécialistes de la fabrication de chaudières à vapeur qui fonctionnaient au fioul. Et cette période-là était un peu révolue et il se profilait le nucléaire. Et donc on s'est converti de cette fabrication de chaudières classiques en chaudières nucléaires qu'on appelait des générateurs de vapeur, et l'énergie là était produite par la fission de l'atome. Ce type de propulsion allait permettre par exemple d'équiper des sous-marins qui n'avaient plus besoin de remonter en surface pour charger leurs batteries. Tout a commencé avec la nomination de Carrette, ingénieur de l'armement, nommé par Paris pour transformer Indret. Et il a, après analyse, conçu l'ensemble de cette transformation. Parce que jusqu'ici, on avait quand même des ateliers vétustes, tout noirs. La première chose qu'il a décidé, c'était de regrouper les productions en créant un immense atelier. Cet atelier, on l'a appelé l'atelier de production. Il était constitué de 7 nefs de plus de 100 mètres de long, 7 nefs accolées. La première, la principale, avait une capacité de 80 tonnes, etc. Et pour contenir des machines extraordinaires, de grandes dimensions, des alaiseuses, des tours verticaux, des machines à tailler les engrenages, etc. Là, on arrive à un tournant d'Indret où on voit la cité indretoise qui est balayée, quoi. Il y a un atelier de production qui se monte avec un comportement d'ouvrier qui va changer aussi.
Et puis après, j'ai été dans les ateliers atomiques, c'est un grand mot, hein. Enfin, ils appelaient ça ateliers propres. C'était les ateliers les plus sales. Bon, c'était cancérigène, mais vous voyez, je suis encore en vie. Mais alors, ça ne prenait pas sur les mauvaises bêtes. Quand je suis passé ouvrier, moi, on faisait tout, par exemple à la lime. Puis après, il y a eu beaucoup de machines à air comprimé, des petites meuleuses, des petites fraiseuses. Enfin, ça s'était modernisé, il faut dire ce qui est quand même. Hein. Ce changement a été aussi un bouleversement pour le petit village d'Indrette, parce qu'il fallait trouver une surface importante qui ne pouvait pas exister sans démolir ce village. Et moi, j'ai des souvenirs particuliers de ce square devant l'église d'Indrette, qui a été conservée parce qu'elle a été bâtie sur la forerie de Canon. Donc ce square a été démoli. Alors sur ce square donnait des commerçants, il y avait un boucher, un boulanger, un bureau de tabac, il y avait l'école des apprentis, il y avait même un cordonnier. Tout ça a été supprimé, mais surtout, il y avait dans cet espace la cantine à Toto Charpentier. Il a fallu la déplacer, cette cantine. Alors, on l'a appelée le restaurant des personnels civils. C'est un bouleversement total dans cette décennie 1970-1980. Les arsenaux évoluent, la société évolue, les statuts privilégiés des ouvriers d'État dans les arsenaux agacent pas mal de politiques et puis devient un peu anormal par rapport au privé. Donc il y a une pression qui vient sur nous et un jour on nous dit voilà, donc le DCNS va devenir privatisé, les ouvriers d'État, vous allez dégager, quoi. Alors d'abord, cette évolution dans la fabrication, des fabrications d'Indrette a créé une ouverture de l'usine d'Indrette sur l'extérieur et avec des relations beaucoup plus suivies avec les entreprises privées telles que Alstom, le CEA, ce qui a modifié les statuts de l'établissement. Ils n'étaient plus adaptés. Donc cette réforme a donc créé une menace sur les statuts des personnels. Et là, il y a eu la grande crainte d'avoir des salaires bloqués et surtout des salaires qui n'étaient plus en relation avec les décrets salariaux de 1951. Et ces décrets-là, le personnel d'Indrette, mais aussi de l'ensemble des arsenaux, y tenait beaucoup parce que les augmentations ou le calcul de ces salaires étaient copiés sur la métallurgie parisienne, qui était très en pointe, parce que tout le monde ne pouvait pas, peut-être financièrement, accepter cette perte de salaire. Mais alors là, il y a eu une unité syndicale qui a été catégorique. On s'est installé, parce que je faisais partie, j'avais des responsabilités syndicales à l'époque, on s'est installé aux grilles d'entrée de l'établissement et on a mis une chaîne avec un cadenas. Personne ne pouvait entrer. L'inflation était telle que, si mes souvenirs sont bons, en 1974, on a eu une augmentation de salaire de 17,59%. C'était extraordinaire. Donc ça nous a permis d'acheter la maison très rapidement. Et nos enfants sont venus, aussitôt on sont nés à la montagne. Et le fait d'avoir les enfants, ça nous a permis de s'investir à la Confédération syndicale des familles, qui était un syndicat local des familles, de défense des familles de travailleurs et autres. Je suis née à la montagne en 1955, à mon mariage. Je faisais partie à ce moment-là, c'était l'association syndicale des familles, qui est devenue la CSF. Ça, c'est comme tout syndicat, ça s'intéressait à tout ce qui concernait la famille. L'école, la santé, le logement. Ceux qui avaient besoin de questions juridiques à discuter, on pouvait en parler. Et on avait un avocat.
me convoque, c'était pour m'annoncer une nouvelle ou une convocation officielle. Asseyez-vous, on va discuter. Et il me dit, voilà, vous créez la cellule mobilité, vous avez 1000 personnels à dégager. Alors là, j'étais très mal, quoi. J'ai dit, attendez, arrêtez vos plaisanteries, quoi. Vous connaissez mon passé syndical, mon passé que j'ai des ateliers. Et puis j'étais assez souvent quand même retourné à l'atelier, parce que j'en avais besoin de retrouver les copains, retrouver l'ambiance de l'atelier, mais mon boulot de gestion du personnel me le permettait. Donc ça m'arrangeait bien. Et là, il m'a dit, là, on rigole plus. Vous connaissez bien la hiérarchie militaire, vous connaissez bien le monde du travail, donc vous allez gérer, vous avez 1000 personnels à dégager. Voilà, c'est clair. Et puis donc ça s'est bien passé, et donc globalement on a dû dégager à peu près 1000 personnes dans des conditions respectables. Les fonctionnaires partaient dans d'autres administrations, les gars partaient dans les bases militaires, d'autres prenaient leur compte, il y avait des départs volontaires, enfin bon, il y avait plein de dossiers à traiter, mais ça s'est relativement bien passé. Donc les mouvements de grève 95-96. Alors une petite anecdote aussi, le secrétaire syndical de la CFDT vient me trouver un matin, René, on va brûler ton bureau aujourd'hui, alors tu prépares un bureau, ce sera pas le tien, mais tu prépares un bureau, on va le sortir par la fenêtre, on va le brûler. Bah ok, quoi, d'accord, bon, on joue le jeu. Il fallait jouer le jeu, c'était normal, ils m'ont passé quand même, j'étais encore syndicaliste aussi, donc il fallait jouer le jeu. Et puis, il y a eu aussi des changements dans la vie quotidienne des gens dans cette période, qui n'étaient pas dus seulement à la transformation d'Indret, mais dus à l'évolution du temps, les horaires. Première transformation, 1974. La pause du midi est passée de 1h42 à 1h. Mais avec 1h42, les gens qui habitaient dans les communes voisines d'Indret avaient le temps d'aller déjeuner chez eux. Ça, c'était fini. Ils organisaient des jeux de boules, des concours, du sport, la médiathèque, les jeux de cartes, etc. Et puis, quand il faisait beau, la sieste sous les platanes en bord de Loire. Le changement d'heure, moi je me rappelle très bien, j'ai eu la chance, le privilège d'aller au boulot soit à pied, soit à bicyclette pendant plus de 30 ans. En 1976, il y a eu un gros changement aussi. Il y a eu l'instauration de l'horaire à la carte. C'est-à-dire que le personnel, à partir de cette date, avait la possibilité de choisir son horaire de présence à Indret. Alors évidemment, c'est un grand changement parce qu'avant, tout le monde entrait à la même heure et sortait aussi à la même heure, au son de la sirène. On entendait à l'embaucher la sirène d'Indret à 7h, à 7h15, à 7h30, qui faisait écho à la sirène de Bassinde. On les reconnaissait bien parce que Bassinde était un ton beaucoup plus grave. Donc, les gens entraient à la sirène et à 7h30, hop, on fermait les grilles, on fermait les portes. Et celui qui arrivait à 7h31, il était coché sur la peau de bouc et avait une demi-heure en bas, c'est-à-dire une demi-heure qui n'était pas payée. Alors, l'horaire à la carte a tout changé. Et si je parle des débauchés, aussitôt la sirène, c'était 6h12 au début, 6h12, un flot humain envahissait les petites voies, les petites routes d'Indret, en particulier le flot qui se dirigeait vers le bac de Bassindre. 81, en fait, c'est l'année Mitterrand, je suis rentrée. Donc j'ai connu les 41h30 ou je ne sais plus combien d'heures par semaine, là. Et très vite, après, on est passé à 39. Et on assistait à un problème d'embauche et de débauche. Donc ça veut dire qu'on commençait pour 7h30 et on finissait à 6h12. C'est probablement pour que ça tombe rond, je ne sais pas. Donc c'était 1500 personnes qui commençaient à 7h30, 1500 personnes qui finissaient à 18h12. Voilà, c'était comme ça. Donc il y avait une vague humaine qui quittait l'établissement. C'était un flot impressionnant qui arrivait, un grand bonheur de faire la route en vélo. Dans les années 80, il y a une évolution d'horaire. L'horaire variable est arrivé. Les cars de transport de personnel ont disparu. Les gens se sont adaptés avec un individualisme un petit peu qui commençait à naître.
Chacun faisait ses heures. Et ça a complètement gommé l'histoire d'embauchage et de débauchage. Mon père était avec un oncle en bas des Rétillons. Et moi, j'arrivais à bicyclette, je débauchais. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les gars, quoi? Je me dis, mais il n'y a plus de débauchés, quoi. C'est fini. C'est fini, c'est un temps qui est révolu, on n'a pas le lieu, quoi. Donc les gens, ils allaient tous en voiture, il n'y avait plus personne sur les digues, quoi. Alors qu'avant, c'était des centaines de petits hommes bleus qui étaient voilà. Le monde ouvrier a développé quand même des aspirations de gauche pour obtenir un peu plus dans le rapport économique, à savoir répartition des fruits du travail. Parce que tous ceux qui sont à la tête des entreprises ne profitent que du fruit du travail. S'il n'y a pas ce travail, il n'y a pas d'économie derrière. Et derrière le chat qui guette, à cette époque-là, quand j'étais gamin, disons, il y avait les cabanos chinois. Parce que là encore, nos fumiers de dirigeants politiques, ils avaient été piqués les Indo-Chinois pour les ramener en France, se faire tuer Mais les principaux étaient à droite en descendant vers Indrette, à droite et à gauche. Les cabanos chinois. Alors ces pauvres gens-là, on avait été les dérober dans leur pays pour les ramener en France, pour remplacer les Français qui étaient partis se faire hacher sur le front. Donc les femmes sont venues et on a retrouvé effectivement trace du rôle des femmes dans cette société indretoise en 14-18 et en 39-45. Forcément, il n'y avait plus d'hommes pour travailler sur les chaînes d'armement. La direction locale d'Indrette a fait du battage pour embaucher des auxiliaires, des femmes auxiliaires, je crois que c'est jusqu'à 500 qui sont venus jusqu'à Indrette pour travailler sur les chaînes. Le 16 avril 1917, une jeune femme se présente pour être embauchée à Indrette et elle a 25 ans, elle est embauchée le matin, elle travaille sur les gros tours à décolleter. Alors, on disait les tours à décolleter à l'époque, c'était les tours qui servaient à faire les munitions, à faire les obus en Syrie. Et elle est happée par les cheveux, elle a dû faire plusieurs fois le tour de la machine. L'histoire dit qu'elle est morte dans l'infirmerie. Alors l'infirmerie, il y a deux choses. On appelait l'infirmerie, c'était la roulante qui emmenait les blessés, mais l'infirmerie, c'était aussi le local d'infirmiers qui était sur le site. En 14-18, je ne pense pas qu'il y avait une grosse infirmerie comme ça, donc je suppose qu'elle a dû mourir de son sang, ou enfin un truc. Donc elle a été embauchée le matin, elle est morte l'après-midi. En 1914, les hommes de la montagne sont mobilisés sur le front. Leurs femmes, leurs filles quittent l'espace domestique pour devenir postières, conductrices de tramway ou encore munitionnettes. C'est le nom donné à celles qui embauchent dans les usines d'armement du pays, comme à Indrette. Aux côtés d'ouvriers indo-chinois, mobilisés sur les mêmes chaînes de montage, elles fondent des obus 10 heures par jour et à la tonne. Au sortir de la guerre, les jeunes montagnardes se connaissent mieux. Elles ont créé un réseau de solidarité. Et même si la plupart retrouvent leur place d'avant-guerre, au foyer, cette parenthèse leur a collectivement donné accès à plus d'autonomie et préfigure l'émancipation des années 20. C'est là que les gens d'Indrette venaient acheter leur boîte de conserve. Et c'était Indrette qui faisait coopérative de ces choses-là pour aider les ouvriers à vivre, quoi. Voilà. Oui, la coopérative d'Indrette, je l'ai connue à Indrette et à la montagne. On allait faire nos courses. Il y avait en bas, c'était l'épicerie, les choses comme ça, les vins, les choses comme ça. Et en haut, c'était les tissus, les choses autres, quoi. Ils vendaient du tissu aux bêtes et tout ça. Pas des beaux tissus, mais du courant pour faire des salopettes, pour faire des choses comme ça, quoi.
J'ai été élu en 1977. J'étais ouvrier, chaudronnier. J'ai exercé la responsabilité d'adjoint sport-culture pendant mon premier mandat et j'ai terminé au bout de 18 ans mes activités d'élu. Et puis quand mon mari a fait 18 ans de mandat, et je lui ai fait part de mon souhait qu'il arrête d'être élu. Alors il m'a dit je veux bien arrêter, mais à condition que tu prennes la suite. Et j'ai dit chiche. Mais à l'époque, j'étais loin de penser à ce qui allait se produire par la suite. Au départ, les ouvriers étaient républicains. Et ensuite, quand la commune s'est créée, le mouvement socialiste est apparu dans les années 1850. Il y a eu la scission au niveau de la SFIO avec le congrès de Tours, où le Parti communiste, en 1920, où le Parti communiste a été créé. À partir de ce moment-là, j'ai dit à Liliane, qui était mon épouse, nous allons aller à la montagne. Pour deux raisons. Un, c'était la question du logement. Et deux, c'était la question que le Parti communiste était mieux organisé à la montagne. Avec un premier maire communiste à la montagne, à la Libération. Car c'est un peu le Conseil national de la résistance qui l'a mis en place. Et à ce moment-là, Similien Guérin, la droite est revenue. La droite est revenue en 1947, jusqu'en 1977. Au moment de célébrer le 100e anniversaire, la gauche est revenue. Mais depuis sa création, la population de la montagne a pratiquement toujours suivi la gauche. Les travailleurs d'Andrette portaient pas tous le drapeau rouge. Hein. À la montagne, il y avait deux grosses associations. Une, c'était les montagnards, l'autre, l'amicale laïque. D'un côté, c'était les bleus, de l'autre côté, c'était les rouges et verts. Il y avait une majorité quand même qui se prononçait pour la gauche à la montagne, mais il pouvait y avoir aussi des ouvriers qui choisissaient la droite. Ça a amené effectivement un changement de comportement sur la cité ouvrière de la montagne. L'individualisation, notamment du transport, surtout du transport, et on va dire des objectifs de carrière un petit peu. Chacun son truc. Ça, c'était du temps perdu. Évidemment, les gens cherchent à rentrer maintenant plutôt chez eux. Il y avait un service de car, de ramassage du personnel, au nord comme au sud. Et bien comme avec l'horaire à la carte, ce service-là a été supprimé. Moi, dans mon secteur, le car de la marine, il prenait les ouvriers à Vue, à Rouens, au Pèlerin, à Saint-Jean-de-Boiseau, pour arriver à l'heure à Indrette. Et sur l'autre côté, à partir de Nantes, il y avait aussi un car. Et au nord de la Loire, il y avait aussi cette organisation. Et bien évidemment que ceci ne pouvait plus fonctionner, les gens prenaient plus le car. Donc ils prenaient leur voiture, le vélo plus facilement, beaucoup venaient à pied, chacun était autonome. Et il a fallu agrandir plusieurs fois le parking d'Indrette. Le fait que de l'horaire variable, les gens ont commencé à habiter de plus en plus loin, sont éloignés, et puis finalement, là on s'en rend compte actuellement au château. Au château, il y avait toute la hiérarchie militaire qui logeait au château. Dans les années 80, tout le monde est parti. La montagne est devenue une cité dortoir de gens qui ne sont pas forcément d'Indrette, qui viennent surtout de Nantes et de la périphérie, quoi. Oui, c'est-à-dire que la population, petit à petit, elle a changé, quoi. Et à chaque fois, on se rendait compte que les maisons qui étaient en vente, c'était soit des personnes âgées, qui partaient en maison de retraite, qui décédaient, ou la famille, les héritiers les vendaient. Et c'était plutôt des jeunes couples qui achetaient, mais plutôt d'un autre milieu, pas ouvrière justement. La plupart, c'était des familles qui provenaient de professions libérales, aussi du monde du spectacle. Il y en avait énormément. Et petit à petit, je me suis rendu compte que
que la typologie, la physiologie de la commune était en train vraiment de changer. J'ai eu aussi l'occasion de visiter Indret à la demande du directeur de l'époque, de visiter totalement l'établissement d'Indret. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'ouvriers dans les ateliers qu'il pouvait y en avoir d'après les statistiques de l'époque de mon mari. Où à l'époque, beaucoup d'hommes de la montagne travaillaient à Indret et leurs femmes dans les bureaux. J'ai eu la chance de connaître mes deux grands-pères, qui étaient donc l'un historien du Pays de Ré, photographe à la montagne, qui est parti en 1941 d'Indret au titre des dégagements avec la guerre, et mon autre grand-père, qui était officier à Indret, et lui a été dégagé des cadres parce que le gouvernement Pétain ne tolérait pas les anciens officiers qui avaient servi avant sous le gouvernement. Donc il était mis en retraite d'office. J'avais des relations avec mon père, enfin avec le maire de la montagne, qui étaient très tendues. Parce que mon père n'avait pas un esprit d'équipe que moi j'avais eu par le syndicat, et le fait d'être à l'atelier. Et tout ce que j'envoyais comme article de presse passait par lui. Et on réglait nos comptes en dehors de la mairie. Et ça, c'était un truc que je ne supportais pas non plus, quoi. À mon adhésion au Parti communiste français, en 1977, je me suis présenté aux élections de la montagne. À ces élections, c'était une liste d'union de la gauche qui était composée de camarades socialistes et des camarades communistes. L'ancien maire sortant, Francis Lambourg, avait fait le moins de voix. En 1977, la gauche fait une percée. L'arsenal d'Indret est impacté parce que je crois que du jour au lendemain, en 1977, il y a 6 personnes qui travaillent à Indret qui sont maires, et il y a je crois que c'est une centaine de gens qui sont soit adjoints, soit conseillers municipaux du jour au lendemain. Donc il a fallu faire une structure de congé, enfin de dérogation et tout, mais qui n'a pas été simple et qui était finalement très rejeté par la hiérarchie militaire. C'était la gauche qui arrivait, c'était le communisme, enfin c'était les rouges, quoi. Donc la hiérarchie militaire a tout fait pour dire bon, ils sont là, ils sont élus, mais ça va peut-être pas durer longtemps, puis ils vont se débrouiller, quoi. Bon, donc on accordait le moins de congés possible à ces gens-là. Si bien que je me rappelle très très bien que la secrétaire de mairie venait au poste de garde à Indret faire signer mon père des dépêches ou des courriers urgents. Donc il dépassait du bureau d'études, il venait au poste de garde où il était appelé, il signait ses papiers et puis il repartait au boulot, quoi. Donc c'était un peu comme ça que ça se passait, quoi. 20 ans après la création de la montagne, la météo locale fait des siennes. Tous les automnes et tous les hivers, jusqu'en 1910 environ, la Loire déborde plusieurs fois. Indret est inondé, comme tous les villages alentours, rappelant aux Ligériens qu'ils vivent et travaillent sur des îles. À cette époque, le lit de la Loire n'a pas été drainé ni creusé. Les pluies abondantes et les fontes des neiges, cumulées au marais, transforment les habitations en marinas et obligent les ouvriers de l'arsenal à s'adapter en se rendant au travail en tout ou en barque. Sur les photos d'époque, leurs visages impassibles et leur posture figée suggèrent même qu'ils étaient alors sûrement plus habitués aux crues qu'aux photographes. Par contre, je viens vous parler de la rue Violin, parce que c'était une rue très commerçante, et j'aimais beaucoup aller rue Violin. Il y avait des commerces, il y avait le poissonnier, il y avait un charcutier en face, il y avait un bureau de tabac, il y avait une boulangerie, un marchand de légumes qui faisait épicerie aussi. C'était une rue très animée. Maintenant, elle est morte. Et c'est peut-être un petit peu la faute aussi des consommateurs qui se sont précipités sur Hyper-Rue. Bon. Ah, c'était une rue très animée, très agréable. Hein. Alors, il y avait des commerces à la Bruyondière. Alors, il y avait le boulanger, le boucher, deux cafés,
3 épiceries, une charcuterie. Donc il y avait un grand magasin. L'école était comme ça, rue Violin. Et le grand magasin Boulet donnait rue Aristide-Briand. Et là, il y avait de tout. Vous trouviez de tout. Finalement, à un Noël, quand je commençais quand même à grandir, peut-être à comprendre un peu plus, hein, j'ai dit, quand j'ai eu mon cadeau à Noël, j'ai dit, oh, un cheval en bois comme chez Boulet. Forcément, il venait de là. Nous, on s'était mariés au Café Français, qui était rue Violin. On avait aussi un groupe de femmes, en somme, qui s'appelait le foyer de la jeune fille, qui commençait vers 13-14 ans quand on était à l'école. Alors ça c'était le jeudi après-midi, quand à l'époque, c'était le jeudi qu'on avait congé de l'école. Alors on avait réunion, là, chacun apportait son travail, et puis on passait l'après-midi. Alors le fête de la Briandière, c'était Pâques, à Pâques. On avait le dimanche et le lundi. Donc on appelait ça une assemblée dans le temps. Alors il y avait un manège qui venait, et puis alors à la Pentecôte c'était au Chaquillette, donc en bas de ma rue. J'ai eu mon permis après la guerre. J'ai été 7 fois. J'ai pas honte à le dire. Copains, les copines, les chopines. Il y en a qui, suivant les saisons, qui jouaient au boule, qui se promenaient en bord de Loire, qui allaient à la chapelle Saint-Herbalain, qui allaient à la Rondeau, enfin suivant les saisons, quoi. À l'époque, si on terminait de travailler à 18h12, on peut dire que la soirée était déjà un petit peu entamée, mais étant libéré de ce qu'on appelle les devoirs du soir après les arpètes, c'était un grand plaisir de pouvoir s'adonner à nos différentes activités, pour ce qui me concerne, la musique, et pour beaucoup du sport, des choses comme ça, quoi. Des bonnes beuveries, des bonnes bringues, mais pas de bagarres, pas de trucs comme ça, hein, non. Mais à l'époque, on faisait rougir les manivelles des vélos. Hein. On allait draguer les filles à Saint-Brévin, à Pornic. J'ai été une fois ou deux à Chaland, mais c'était trop loin. C'était la clique, c'était une clique. Alors il y avait la grosse caisse, bien sûr, les cymbales, les tambours, les clairons, les trompettes, corps de chasse aussi. Moi, j'étais clairon. On avait une répétition par semaine, et puis autrement, on faisait les concours des patrons, et puis on faisait les défilés par là. La prolétarienne, ça a été la première clique laïque, disons. C'était les rouges. Mais c'était pratiquement terminé, parce qu'après la guerre, il y a eu des fêtes. À la Briandière, entre autres, il y avait des fêtes. Et avant, il y avait une fête importante à la Briandière, à Pâques, c'était l'Assemblée de la Briandière. Je suis arrivé, j'ai été pris d'assaut par, c'était les montagnards avant, qui étaient les maîtres du secteur. Et puis j'ai joué au foot une année aux montagnards. La société la plus importante, c'était les montagnards. C'était côté clergé. La montagne, c'était quand même une commune, je dirais, appelons ça cléricale, religieuse, enfin.
Et puis autrement, dans mon enfance, moi, c'était l'USM, Union Sportive Montagnère, qui est devenue après l'Amicale Laïque. Parce qu'il y a eu des transformations, là. Mais après, on est rentré dans la vie communale et sociale d'Indrette et de la montagne. Et j'ai remarqué que ça ne correspondait plus tout à fait à mes idées. Parce que j'ai des idées un peu plus laïques et plus de gauche, il faut le dire. On remontait du travail et puis il me dit « Ah, vous, à la montagne, vous ne faites pas de sport individuel, vous faites que des sports collectifs. » Je dis, mon petit gars, si tu veux, tu viens à l'amicale. Il y a l'éducation ouvrière. À la limite, il y a un peu de place. Alors, on a commencé, on a construit du matériel. Alors, quand je suis arrivé, il y avait dans la SCLM, les montagnards, l'amicale laïque. Et ça s'appelle l'éducation ouvrière, ça. Anciennement, la prolétarienne. Ils remontaient le midi, le temps de baiser une chopine qui était prête au Café de la Paix, et puis après, dans la prévision de Joliguette, et puis après, d'aller chez lui, il revenait, et puis... il y avait des clients, c'était quelque chose. C'était le bénévolat, c'était donner, c'était vivre aussi. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi bien que les premiers dans l'amicale. Ouais, le sport national, c'était la belote le midi. Ça consistait à aller à la cantine, ce qu'on appelait la cantine à Toto, le gérant de la cantine de l'époque, excellent au demeurant d'ailleurs. Ensuite, vite fait, on allait à la médiathèque et on s'adonnait pour beaucoup. Et notre sport favori, c'était la belote. Des tournois endiablés. Et puis il y avait un traite, il y avait l'abeille, c'est-à-dire un bateau qui nous conduisait à Nantes. On n'avait pas de car à l'époque. Les cars Citroën sont venus 50-52. Les cars Citroën, donc, qui allaient à Saint-Brévin-les-Pins. Quand quelqu'un se mariait à la montagne, presque tout le pays était invité. Et il y avait le cinéma, rue Aristide-Briand. On a eu des pannes souvent. On revenait au film quand même. Il y a eu des films. Oui. Il y avait cinéma tous les vendredis soirs et samedis soirs. Il y avait le bistrot qui était juste derrière, en même temps, parce que je me rappelle encore les parents et puis tous les gens de même âge, ils avaient été voir le film La Pocharde. On avait une équipe de copains, on allait à toutes les manifestations qui se présentaient. Saint-Péran-Rey, il y avait un orchestre, il y avait bal tous les dimanches après-midi. Engagement politique, festif. On les a entendus, ce sont les souvenirs des anciens ouvriers de l'Arsenal. Reste un paradoxe. Comment la montagne a pu se construire de tels souvenirs et une aussi forte identité de gauche, de solidarité, de militantisme, alors qu'elle est née et a vécu de la construction d'armes? La gauche française de l'époque, celle de Paul Faure, d'Aristide Briand, de Jean Jaurès, a toujours été leader du mouvement pacifiste. La CGT, longtemps majoritaire à Indrette, se disait elle-même à sa création anti-militariste. Alors la réponse est sûrement loin des théories et des grands principes. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain si la guerre arrive, chante le poète Gaston Coutet dans sa chanson Le fondeur de canon. Mieux vaut ça qu'être un vagabond. Que voulez-vous, faut ben qu'on vive. Et il conclut, moi je ne fais que des canons, ce n'est pas moi qui les fais faire. Je suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres, et je suis peut-être meilleur au patron que beaucoup des vôtres. Mais c'est mon métier qui veut ça, et ce n'est pas ma faute en somme si chaque jour j'use mes bras à préparer la mort des hommes. Pour gagner mon pain, je fais des canons qui tueront demain si la guerre arrive, Que voulez-vous, il faut bien vivre. Je
fais des outils de trépas et des instruments à blessure, comme un tisserand qui fait ses draps, ou le cordonnier des chaussures. Gagner mon pain, je fais des canons, je fais des canons qui tueront demain, qui tueront demain. Si la guerre arrive, si la guerre arrive, que voulez-vous, il faut bien vivre. Et puis je suis aussi de ceux qui partiront vers les frontières lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres. Là-bas, aux canons ennemis, qui seront les vôtres, mes frères? Il faudra que j'expose aussi ma poitrine d'homme et de peur. Pour gagner mon pain, je fais des canons, je fais des canons qui tueront demain, qui tueront demain. Si la guerre arrive, si la guerre arrive, que voulez-vous, il faut bien vivre. Auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître, et vous dont les enfants tomberont, ne me maudissez pas, ô mère. Moi je ne fais que les canons, ce n'est pas moi qui les fais faire. Pour gagner mon pain, je fais des canons, je fais des canons qui tueront demain, qui tueront demain. Si la guerre arrive, si la guerre arrive,